Bonjour à tous, aujourd'hui dans Smart Tech, l'interview d'un pionnier. On va parler ensemble de création d'intelligence artificielle de musique. Il s'agira de la grande interview de François Pachet, le directeur de recherche et compositeur qui sera donc sur ce plateau dans quelques instants. Et puis on aura rendez-vous avec l'actualité des cryptos, mais d'abord je vous propose qu'on s'intéresse à l'impact de l'intelligence artificielle. Et oui, beaucoup d'IA comme d'habitude dans Smart Tech. On va regarder cet impact de l'IA en particulier sur les études et les sondages. C'est tout de suite 3 questions. 3 questions à Maxime Bescon. Bonjour Maxime, Bonjour. Merci d'être avec nous en plateau. Vous êtes expert de l'échantillonnage en ligne, le VP Sales chez Dynata France, fournisseur de solutions pour des études de marché et des sondages. Exactement. On va parler ensemble de ce potentiel de l'intelligence artificielle dans votre domaine, dans votre secteur. Mais ma première question, c'est est-ce que l'IA est déjà couramment utilisée dans les sondages ? Eh bien oui, alors aujourd'hui c'est souvent décrié parce qu'on pense que l'IA c'est plutôt une menace et ça va contre l'humain et pour nous elle est complémentaire. L'IA aujourd'hui permet de faire quoi ? Permet de justement attaquer les robots qui aujourd'hui veulent engranger un maximum d'incentives, donc de récompenses pour participer à des sondages. On fait également la part des choses entre les répondants qui sont dits inattentifs, qui malheureusement, pour des raisons X ou Y, ne peuvent pas répondre à une enquête parce qu'ils ont été dérangés, parce qu'ils n'ont pas forcément envie, ou alors pour... Voilà, ils préfèrent passer directement à une question, versus les robots qui sont vraiment des structures bien organisées et qui veulent absolument rentrer dans l'écosystème panel. Et aujourd'hui, l'IA chez Dynata est vraiment vue comme une force. D'accord, donc pour vous, c'est un outil de travail. Et ça permet d'améliorer la qualité des études, des sondages d'opinion aussi ? Aussi, quand les clients, qui sont nombreux, nous font confiance quand on héberge et on scripte l'ensemble des données, c'est-à-dire qu'on met cette couche d'IA qui permet justement de détecter les robots versus les panélistes qui sont inattentifs. Donc on a des résultats plus fiables, c'est ça ? Exactement. Aujourd'hui, la qualité de données est au cœur de la stratégie de Dynata. C'est pour ça qu'il y a 2 ans, on a racheté une société qui nous permet de détecter justement l'ensemble de ces robots et de ces attaques qui émanent du monde entier, parce que Dynata intervient sur l'ensemble du globe. Mais il y a des limites, alors sans parler forcément de votre entreprise, mais vraiment sur le sujet de manière générale, il y a des limites quand même à l'utilisation de l'IA et de son efficacité aujourd'hui. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de fantasmes justement sur des IA hyper puissantes, hyper intelligentes, mais il y a des choses qu'elles ne savent pas faire, les IA encore. Alors oui, ou pas encore. C'est-à-dire qu'on... Pas encore, oui, tout à fait. On ne sait pas, mais c'est-à-dire aujourd'hui, il faut absolument remettre l'humain au cœur de la stratégie, au cœur de l'entreprise, ne pas uniquement se baser sur le fait que l'IA va remplacer tout le monde, tout le savoir. Nous, l'IA est vraiment vue comme une force, une fois de plus, sur la partie qualitative et sur le fait de pouvoir vraiment proposer à nos clients l'ensemble des panélistes les plus optimales. Alors, donc, vous me dites pas encore. Donc, qu'est-ce qu'on n'a pas encore exploré comme cas d'usage aujourd'hui avec l'intelligence artificielle dans votre domaine, qui est le sondage, l'étude de marché ? Alors, pour moi, c'est Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait et qu'on fera bientôt ? Alors, ça, je ne sais pas. Malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal pour vous répondre. Nous, on est vraiment... on est dans le cadre des access panels, donc des panels online. Donc, on n'intervient pas sur la globalité de l'écosystème des études de marché. Oui. Mais au moins, on est l'essence même, on est la matière première fournie et utilisée par nos clients pour justement après... sur les différents plateaux sur les différents plateaux dans les différents chiffres lus dans la presse qui sont utilisés. Donc ça vraiment après impacte beaucoup les prises de décision marketing par nos clients. D'accord. Vous n'avez pas de boule de cristal, mais vous pouvez quand même me dire aujourd'hui, voilà ce que j'aimerais faire. Où est-ce que j'aimerais pousser encore davantage l'innovation et la technologie ? Eh bien, c'est peut-être avoir différentes personnes qu'on n'arrive pas à capter sur les différents supports classiques. Ouais. C'est aujourd'hui être beaucoup plus proche des répondants et des panélistes pour après les capter directement dans nos canaux. Ouais. C'est difficile aujourd'hui de trouver des panélistes. C'est pas difficile, ça demande beaucoup d'investissement, ça demande beaucoup de recherche et surtout ça demande beaucoup d'agilité et de modification de pensée. Bien évidemment, il y a les réseaux sociaux, mais nous, ça fait 20 ans qu'on le fait. Il y a les canaux dits historiques avec les bannières Internet, etc. Mais il y a surtout les programmes de fidélité pour monter des panels B2B. Et c'est vrai que quand on va en ligne, quand on va sur les réseaux sociaux, l'enjeu sur la qualité et le tri est majeur. Merci beaucoup Maxime Lebescon, expert dans l'échantillonnage en ligne et tout ça chez Dynata France. Merci pour vos explications. Merci, à bientôt. C'est l'heure de la grande interview dans Smart Tech.
Et alors, donc, nous avons un pionnier dans la grande interview de Smartech. Bonjour François Pachet, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes musicien-compositeur, j'ai envie de dire, d'abord. Oh, ouais. Oui, et puis aussi directeur de recherche dans le domaine de la musique informatique, Oui. mais donc avec de l'IA aujourd'hui, depuis déjà quelques années. Et ces 6 dernières années, eh bien, vous avez dirigé le Spotify Creator Technology Research Lab, autant dire que vous étiez donc le directeur R&D chez le géant du streaming musical, géant européen, on est très content. Et donc vous venez de le quitter. Auparavant, vous avez passé 20 ans chez Sony. Qu'est-ce qui vous fascine comme ça dans ce lien, ce lien entre la musique, la technologie, l'informatique, l'intelligence artificielle? C'est une bonne question qu'il faudrait poser plus souvent. Pourquoi les gens font de l'IA pour la musique? Après tout, moi, c'est très clair. Quand j'étais enfant, je suis né dans les années 60, 70. J'ai été exposé, comme on dit, à tout un tas de musique, des Beatles, à musique classique, etc. Et ça me fascinait. C'était de la musique qui pouvait changer la vie des gens. Je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui. Je ne sais pas si la musique change la vie des gens. Et je voulais comprendre... Je pense, oui. Je ne sais pas. Bon, on va en discuter peut-être, mais il me semble moins. Mais bon, donc je voulais comprendre comment ça se faisait, qu'il y avait ces morceaux, ces chansons, ou pas forcément des chansons, mais qui me touchaient autant et qui manifestement ne me touchaient pas que moi. Et au fond, faire de l'IA, c'est aussi un moyen de comprendre des choses. C'est-à-dire... quand on fait de l'IA et qu'on essaye de faire un système qui joue aux échecs, ce qui se faisait beaucoup à l'époque, ce qui se fait moins maintenant, mais c'était une manière de comprendre ce que c'est que jouer aux échecs, qu'est-ce que c'est une bonne stratégie, etc. Quand on fait de l'IA pour faire la musique, il me semble, avant tout, c'est aussi un moyen de comprendre le mystère de la création et surtout le fait que... Pourquoi... Alors François Pachet, après toutes ces années de recherche, donnez-nous la réponse à cette question. Qu'est-ce qui fait ne sais toujours pas. Que certains morceaux plaisent à davantage de monde que d'autres? Alors ça, c'est la question des hits. Pourquoi il y a des hits, pourquoi il y a des tubes? Alors oui. Ça, les tubes, c'est vraiment la dynamique sociale. Je pense qu'il y a peu de raisons, disons, qui sont liées à la qualité intrinsèque des morceaux. Un hit, c'est pas forcément parce que le morceau est meilleur. C'est tellement lié à tellement de choses, le marketing, surtout aujourd'hui, etc. Moi, ce qui m'intéressait, c'est déjà comprendre pourquoi moi, j'aimais tel ou tel morceau, tel ou tel groupe, Vous avez un etc. début de réponse, quand même? Eh ben, j'ai écrit un livre là-dessus, donc qui fait 350 pages. Non, il n'y a pas de réponse simple. Il n'y a pas de réponse simple. Et je vais vous dire, c'est un grand mystère, ça l'est toujours, et c'est peut-être un des derniers mystères, disons, qui résiste à l'IA, précisément. C'est-à-dire que l'IA, c'est, comme on sait, ça fait beaucoup de choses, ça fait maintenant beaucoup de choses, même mieux que les êtres humains, y compris des choses à caractère musical, par exemple synthétiser une voix, chanter, des choses comme ça, ça le fait de manière incroyablement précise et convaincante, mais ça ne fait toujours pas de la création quelque chose qui sort des styles existants, quelque chose qui arrive et qui surprend tout le monde. Ça, on n'y arrive pas encore. D'ailleurs, on n'arrive pas en musique, on n'y arrive pas non plus vraiment dans les autres domaines, mais je crois que la musique, c'est vraiment, bizarrement, un des rares domaines qui résiste encore à l'IA. Alors, on le présente quand même comme un accompagnateur dans la création, un assistant. Comment est-ce que l'IA peut aider à créer des mélodies? Oui, c'est comme ça qu'il faut le voir et il faut le présenter. C'est ce qui se passe, en effet, les outils d'assistance. Le mot assistance est un peu... Oui, c'est pas très joli. C'est tiré de l'anglais, non, c'est pas très beau. Il faudrait voir ce que les Québécois disent. Ils ont sûrement des meilleurs mots que nous pour ça. Oui, ça peut donner des idées, si vous voulez. Il faut comprendre un truc, c'est que l'IA, qu'on appelle générative aujourd'hui... Mais comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'il va aider un artiste demain à créer une mélodie? Il faut comprendre, il faut déjà comprendre que ces algorithmes, ils font de l'imitation stylistique. C'est-à-dire, grosso modo, on leur donne des choses, alors des images... ou des textes, ou de la musique. Et ce que l'algorithme va faire, c'est qu'il va voir ce que dans cet ensemble de musique, par exemple, qu'on lui a donné, ce qu'il y a en commun. Et c'est ce qu'on appelle le style, au fond. Oui. Le style d'un artiste, c'est ce qu'il y a en commun dans toutes ses productions, ou en tout cas peut-être d'une époque. Et donc, c'est ça que va faire l'algorithme. Et ensuite, il va vous permettre d'en faire plus dans ce style-là. Donc, on fait essentiellement de l'imitation stylistique. Et l'imitation stylistique, et ça marche très très bien, il faut quand même le dire. On le voit avec les images, par exemple, c'est flagrant.
Donc un artiste pourrait sortir un nouvel album toujours en ligne avec son style. Avec un style, le sien ou celui qu'il a voulu. Il peut fabriquer des combinaisons de styles. Mais si vous voulez, la création, disons, avec un grand C, c'est certainement de l'imitation stylistique, mais c'est aussi certainement pas que ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a d'autres ingrédients, et pour l'instant, ceux-là, on ne sait pas très bien lesquels, et ils ne sont pas dans les algorithmes dont on parle. Bon, alors, et pourtant, depuis que vous travaillez dans ce secteur, il s'est passé un truc là, la sortie de ChatGPT. Est-ce que ça a changé quelque chose là, les progrès fulgurants des IA génératives dans le domaine de la création musicale? Alors pour la création musicale, ça change, disons, accessoirement. Par exemple, ça génère des textes de très bonne qualité, donc on peut faire des paroles. Bon, est-ce que ces paroles sont renversantes? Je ne sais pas. Je ne crois pas qu'on va toucher les gens comme, je ne sais pas, Bob Dylan l'a fait quand il a sorti ses premières chansons et choses comme ça. Mais oui, ça génère des paroles de très très bonne qualité. Il faut voir que l'algorithme qui est derrière ChatGPT, les transformers, ils ont été inventés il y a déjà quelques années. Il y a déjà eu des applications des algorithmes à la génération de musique, à la fois des partitions et à la fois et en audio. Pour faire des sons, donc ça c'est pas totalement nouveau. Donc ChatGPT et la musique c'est marginal, je dirais. D'ailleurs, vous avez sorti 3 albums, je crois. Alors, je n'ai pas sorti moi-même, mais disons que j'ai développé, moi et mon équipe, des technologies avec lesquelles, en effet, il y a eu plusieurs albums qui ont été faits. Il y avait au début C'était de l'IA, déjà? Ah oui, bien sûr. C'était de l'IA. Tout à fait, c'est de l'IA. Le premier, ça date de 2016. Alors, ça, oui, c'était Daddy's Car, c'était pas un album, c'était un pastiche, une chanson pastiche des Beatles. Ouais. Alors, c'était la partition qui avait été générée. Et ensuite, on a fait un album en 2018, c'est Benoît Carré, l'artiste... dont le nom, quand il fait de l'IA, est Skige, qui veut dire ombre, en danois, qui a, disons, orchestré cet album en faisant venir plein de musiciens, dont Stromae et d'autres, Médéric Collignon, Camille Berthaud, pour ceux qui connaissent un peu le jazz français, et d'autres. Et on leur a demandé d'utiliser nos algorithmes, nos outils, pour faire des morceaux, en essayant de faire des choses non conventionnelles, de ne pas faire ce qu'ils font d'habitude. Et c'est ce qu'ils ont fait, et je pense que cet album est vraiment un très très bon album, c'est un double album. Et alors, ensuite, vous voulez dire que là, l'IA a permis de sortir un hit? Un hit, faut pas être obsédé trop par les hits parce que il y a pas que la popularité dans chez la les vie. majors, ça doit être quand même un sujet qui les les préoccupe. majors, moi je suis pas une major et c'est pas mon problème, mais le fait que ça soit un hit est très très lié tout de même à la qualité de la promotion qui est faite. Ouais. Et alors il y a eu des très bonnes critiques. Moi je crois que ce qui est intéressant, c'est de regarder plutôt les critiques musicales, ceux qui disent qu'ils en pensent. Donc il y a eu des très très bonnes critiques musicales. Il y a eu un succès relatif, je sais pas, une dizaine de millions de streams pour Hello World, je crois. Alors Hello World, donc ça c'est quelque chose que vous avez fait avec Spotify? Non, En tout cas, c'est sorti comme une première mondiale sur la plateforme Spotify. C'est sorti sur toutes les plateformes. Ah bah voyez. Oui, même Deezer, Apple Music, il est partout. Très bien. On sait pas, Spotify n'est pas un label. Moi, je pensais que c'était votre point d'entrée, mais... Non, ils nous ont soutenus. Effectivement, on a sorti l'album à peu près au moment où on est arrivé à Spotify. Oui. Mais si vous voulez, c'est pas un album Spotify. Pas totalement lié. Ça a été créé par un label particulier qui s'appelle Flow Records, produit, pardon. Et voilà. Et ensuite, il y a eu d'autres albums intéressants. Je voudrais mentionner American Folk Songs, qui a été fait aussi par Benoît Carré, Skige, qui est un album de reprise de chansons folk traditionnelles américaines, dans lequel il y a la voix a cappella juste, comment il s'appelle Je vais peut-être pas pouvoir vous aider sur la folk américaine. Bon, bref, ça on va dire, dans lequel on a repris des traditionnels, des chansons traditionnelles folk américaine et toute la Pete Seeger, voilà, c'est ça, Pete Seeger, la voix de Pete Seeger originale était gardée et tout l'arrangement, lui, a été fait par l'IA. Donc c'est pas des compositions, là, c'est vraiment des arrangements qui ont été faits et qui sont vraiment très très beaux. Mais comment vous avez travaillé? À partir de quoi? Donc vous avez dit aujourd'hui l'IA sait reconnaître des patterns, des styles. Oui. Alors vous lui donnez différents éléments et elle en sort exactement. Gars dont on essaye de faire quelque chose. Un exemple, sur une des chansons, Benoît Carré voulait des orchestrations à cordes dans le style de Klaus Ogerman, un peu. Bon, pour ceux qui connaissent, c'est des orchestrations assez riches, assez caractéristiques. On lui en a donné, disons, dans ce style-là, quelques-unes, et ensuite on lui a donné la chanson en question, et il a fait automatiquement, si vous voulez, il a produit une orchestration dans le style de Ogerman, mais
qui est adapté à la chanson. Et ça, c'est un peu toujours la même idée. Hein. Est-ce que c'est quelque chose que des musiciens n'auraient pas pu faire? Est-ce que l'IA permet de dépasser certaines limites? Mais ça, c'est des questions. Au fait, on peut pas y répondre. Est-ce que quelqu'un n'aurait pas pu faire quelque chose en matière artistique? C'est une question très difficile. On ne sait pas. Il faudrait comment savoir? Je peux pas dire non ni oui. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça se fait facilement. Disons, ce qui est important, je pense, de savoir, c'est qu'il y a une idée en fait derrière. Il y a une intention. Par exemple, je veux une orchestration dans le style de machin pour cette chanson. À partir du moment où cette intention est là, la technologie peut le réaliser. Est-ce qu'ici il n'y a pas eu l'IA? Peut-être qu'il y a des arrangeurs qu'il aurait fallu payer peut-être très cher, peut-être Klaus Ogerman lui-même, je ne sais pas, ou d'autres, peut-être, bien sûr. Et vos amis musiciens, ils voient ça comment, vos travaux? Ils regardent ça avec quel œil? Disons... Ça les inquiète? Ça les fascine comme vous? Il y a les deux. Mais c'est vrai pour toutes les technologies. Il y a toujours des gens qui aiment être inquiétés. Je crois qu'il y a vraiment une satisfaction de l'inquiétude qui s'appelait l'inquiétude, faut croire. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de raisons de s'inquiéter aujourd'hui dans le monde, mais pas sur l'IA et la musique. Parce que c'est encore aujourd'hui très limité. Non, c'est pas ça. C'est que ce sont des outils qui peuvent... au mieux aider des gens à faire des choses nouvelles. En tout cas, moi, c'est pour ça que je me suis intéressé à ce domaine. C'était pas pour faire plus de mauvaise musique. Si vous voulez, on n'a pas besoin d'IA pour faire de la mauvaise musique. Il y en a déjà beaucoup. Il y en avait déjà bien. Donc, l'idée, c'est est-ce qu'avec ces outils-là, on va pouvoir faire des choses très nouvelles, intéressantes, et qui vont, en effet, nous renverser des choses inouïes, c'est-à-dire qu'on n'a jamais entendu avant. C'est ça le but. Je vous posais la question, est-ce qu'aujourd'hui, elles sont peut-être encore un peu limitées? Qu'est-ce qu'on ne sait pas faire avec l'IA dans le domaine de la musique? On ne sait pas inventer un truc nouveau. Et ça, on ne sait pas le faire ni avec la musique, ni avec le texte, ni avec quoi que ce soit. On fait de l'imitation stylistique. Et c'est déjà pas mal. Mais ça ne suffit pas pour inventer des trucs nouveaux. Et on ne sait pas ce qu'il faut en plus. Et ça vous semble possible de dépasser cette limite? Oui, je pense qu'on peut. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en recherche, si vous voulez, on n'a jamais terminé. Donc en fait, l'IA moderne, celle dont vous parlez, elle a, il faut le dire, résolu des problèmes incroyables dont on pensait il y a encore très peu de temps qu'ils étaient absolument insolubles. La synthèse de la voix chantée parfaite en est un, la séparation de sources aussi en est un autre, qui est des problèmes très très durs qui ont été, comme on dit, effacés. Ils n'existent plus parce que ça marche très très bien maintenant, c'est les réseaux. Mais il y a plein d'autres problèmes nouveaux qui apparaissent, en particulier, j'en cite un, comment vous composez une chanson très simple qui va rester dans la tête des gens, que les gens vont vouloir siffler, qui vont vouloir écouter plein de fois, ce qu'on appelle les earworms en anglais, les vers d'oreille, qui une fois que c'est dans la tête, vous ne pouvez plus enlever, ou des choses comme ça. En fait, on n'en a aucune idée. On n'en a aucune idée. Et si vous voulez... Pourtant, on a l'impression que les majors, justement... Alors, de manière plus artisanale, sans la technologie ou l'intelligence artificielle, elles ont quand même quelques recettes comme ça pour sortir. Alors déjà, les majors... Ça veut dire qu'on a, on a quand même une idée à peu près de ce qui fait non. Une musique qu'on va garder en tête? Strictement aucune. Ça, je peux vous le garantir. Pas du tout modélisé. Déjà, les majors font pas de musique, c'est les artistes qui font de la musique. Et il y a des gens qui pensent... vous savez, elles rassemblent par exemple, je pense au groupe de jeunes garçons ou de jeunes filles. Voilà, donc elles mettent en scène une création, mais en fait, elles ont dans l'idée déjà de sortir un type de musique qui va plaire au plus grand nombre. Elles essayent, oui, mais la preuve qu'elles ne sont pas sûres de leur coup, c'est que personne n'arrive à le prévoir. Et d'ailleurs, toutes les majors, en effet... Il n'y a pas de modélisation du tout là-dessus. Il y a des gens qui disent des choses, mais moi, j'ai jamais rien vu de concret. Et il y a même un chant qui s'appelle, en anglais, Hit Song Science, donc la science des hits, qui prétend pouvoir prédire à l'avance si un morceau, une fois qu'il est terminé et avant qu'il soit distribué, s'il va être un succès. Mais tout ça, il y a eu beaucoup de papiers scientifiques là-dessus pour réfuter largement ces avances. Je pense que personne ne sait. Et les gens sérieux, quand vous demandez à des compositeurs, eux-mêmes ne savent pas si une chanson va marcher. Ils vous disent tous la même chose. Allez, on passe à l'interview express. Allons-y. C'est des questions, vous allez voir, très binaires. C'est oui ou non? À peu près. D'abord, oui ou non? Vous avez raison. Oui ou non? Un artiste qui rejette l'IA aujourd'hui se tire une balle dans le pied? Non. Pour ou contre, préciser systématiquement l'intervention de l'IA dans une création musicale? Je ne comprends pas le problème. Est-ce qu'on demande aux gens comment ils ont produit les sons qu'ils utilisent? Donc non, si ça aide les juristes. Non, je n'y crois pas. Je pense que ce n'est pas une bonne piste. C'est pas nécessaire? Je ne crois pas. Ok. Vrai ou faux, une intelligence artificielle peut générer des tubes au kilomètre?
Vous avez déjà un peu répondu. Pas du tout. Ni même au millimètre. Mais ok. J'aime ou j'aime pas les algorithmes de recommandation, puisque vous avez travaillé pour Spotify, on peut un petit peu vous demander votre avis sur le sujet. Les algorithmes de recommandation, ils marchent pas mal. Dans toutes les plateformes, Amazon aussi, il n'y a pas qu'à Spotify, ils marchent pas mal, ils recommandent des choses raisonnables. Après, si on veut être un tout petit peu honnête, moi, quand je suis bouleversé par la musique nouvelle, c'est jamais les recommandations des systèmes qui me les donnent, c'est des amis qui me connaissent bien. Parce qu'ils savent que j'aime un peu ça, ou je sais pas quoi. Et ça, on n'en est pas encore capable, et je crois pas que ça soit possible, pour être honnête. Alors, j'y crois ou j'y crois pas à l'IA capable de remplacer justement les artistes et d'être auteur véritablement d'œuvres de création? Ben je n'y crois pas beaucoup, non, parce que d'abord, techniquement, comme on disait, il manque quand même des ingrédients à l'IA d'aujourd'hui, en tout cas, pour faire des choses vraiment nouvelles. Et deuxièmement, il y a un problème de réception, c'est-à-dire l'impression que les êtres humains, ils n'aiment pas beaucoup les œuvres artistiques qui ne sont pas faites par d'autres êtres humains. Ça, c'est un truc fondamental. Et d'ailleurs, on le retrouve dans beaucoup de manifestations de l'IA, quand tout est totalement artificiel, on a du mal à même si c'est de bonne qualité, on a du mal à se l'approprier. J'ai pas compris. J'y crois ou j'y crois pas alors? J'y crois pas. Ok. C'est mieux ou moins bien? Oui, j'avais oublié la question moi-même. C'est mieux ou moins bien depuis ChatGPT? Qu'est-ce qui est mieux? Le petit déjeuner? L'IA, les mais ChatGPT, c'est incroyable. Ouais. En soi, honnêtement, peu de gens pensaient qu'on arriverait à produire des textes de cette qualité-là avec ce genre d'algorithme. C'est tout à fait incroyable. Mais oui, c'est formidable. Rêve ou cauchemar l'IA pour les majors? Mais il y a déjà de l'IA chez les majors pour plein d'autres choses que la génération de musique. Et il y en aura probablement un peu, donc je pense que c'est ni un rêve ni un cauchemar. Bon, et vous, dans 5 ans, est-ce que vous continuerez à composer de la musique? Oui. Et le futur de la musique, vous l'imaginez comment? J'aimerais. Alors, je ne l'imagine. Je suis pas du tout très bon pour la prédiction, mais j'aimerais bien qu'il y ait un retour à un peu plus d'audace mélodique, harmonique, rythmique. Les dimensions, disons, traditionnelles de la musique. La musique, si vous voulez, depuis les années, je ne sais pas, 70, 80, c'est énormément amélioré, surtout dans le domaine de la production. On fait des choses avec des sons très, très, très polis. Chaque chanson, il y a 300 pistes, alors qu'avant, il y en avait 4, les 70. Bon. Donc, c'est ultra produit, magnifique. Et je trouve qu'on a un peu délaissé la dimension, simplement, de l'harmonie, de la mélodie, qui faisait que les chansons pouvaient, par exemple, rester dans la tête. François Pachet, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à toutes mes questions. Merci à vous. C'était la grande interview de François Pachet, qui est directeur de recherche et compositeur. On passe à l'actualité des cryptos. On terminera comme ça ensemble, Smart Tech. Le rendez-vous avec le monde des cryptos, aujourd'hui, c'est avec Hélène Jacquinet, consultante chez KPMG Crypto. Bonjour. Dans l'actualité, évidemment, vous avez repéré ce qui tourne autour de l'euro numérique. On a beaucoup de questions à ce sujet. Que pouvez-vous nous dire ? Alors effectivement, l'euro numérique, c'est un sujet qui est sur la table depuis déjà quelques années. Ouais. Là, on a eu une actualité dernièrement, le 18 octobre, puisque le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne a mis fin à la phase d'études qui avait eu lieu pendant 2 ans. Donc a tiré ses conclusions et va initier le 1er novembre la phase préparatoire de l'euro numérique, qui consistera à détailler les lignes directrices de l'euro numérique. Comment va-t-il être, sur quelle infrastructure, quels prestataires vont construire la future plateforme. Et cette phase préparatoire va durer 2 ans, à la suite de laquelle on va avoir un rapport d'évaluation qui va nous dire si oui ou non la BCE va émettre un euro numérique. Ah, donc pour l'instant, il n'y a pas de certitude. Il n'y a pas de certitude. Il n'y a pas de certitude sur son existence, et surtout, il n'y a pas de certitude sur quelle technologie l'euro numérique va être. C'est-à-dire que ça peut être sur une blockchain publique, ça peut être sur une blockchain privée, ou même sur autre chose. Et en fait, ce choix d'infrastructure, ce n'est pas uniquement pour le plaisir de parler de la tech. Ça a des incidences importantes sur la confidentialité, sur comment on trace tout ce qui est paiement. Et c'est surtout un enjeu pour l'interopérabilité, c'est-à-dire comment on est interopérable avec l'écosystème Web3 et crypto, par exemple. Et on voit que la Banque centrale australienne, par exemple, elle s'intéresse beaucoup à ce sujet-là d'interopérabilité, puisqu'elle fait, en collaboration avec Mastercard, un projet pilote qui a abouti justement à une expérimentation qui était l'achat d'un NFT
sur l'écosystème d'Ethereum, donc c'est une blockchain publique, Oui. avec une MNBC étatique du coup. Donc c'est hyper intéressant. C'est intéressant, mais on ne sait pas quel sera le choix finalement qui sera fait en Europe pour l'euro numérique. Donc, mais on rentre dans une phase concrète qui va quand même donner des indices assez sérieux. Deuxième actualité que vous souhaitiez commenter, c'est ce rapport annuel sur l'adoption des crypto-monnaies dans le monde. Oui, c'est un rapport qui est annuel, qui est publié par Chain Analysis. Oui. Chain Analysis, c'est un acteur très reconnu dans l'écosystème Web3 et qui est un acteur qui traite toute la data on-chain, donc la data sur les blockchains publiques. Et donc ce rapport, il est très intéressant. Il nous dit cette année que l'adoption des crypto-monnaies dans le monde entier est en baisse. Ça, c'est quand même une surprise. Enfin, on pourrait imaginer que c'est un marché naissant, donc croissant. Croissant, mais qui a, ces derniers mois et ces dernières, en tout cas depuis 2022, a subi quand même quelques scandales. Alors on ne peut pas forcément dire que c'est à cause de ça en particulier. Il y a quand même un marché baissier dans les cryptos, mais pas que, on voit dans l'économie en général. Donc c'est très très difficile de connaître les causes de cette baisse. Néanmoins, elle est là, la baisse, depuis, on dirait, Q2 2022, deuxième trimestre. Néanmoins, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que même s'il y a une baisse globale, il y a quand même une catégorie de pays qui se démarque. Ce sont les pays avec des revenus faibles à moyens, c'est-à-dire le Nigeria, l'Ukraine ou l'Inde, par exemple. D'accord. Ces pays-là, ils ont une baisse depuis 2022. Néanmoins, ils remontent la pente assez rapidement en termes d'adoption. Donc c'est intéressant, surtout que 40% de la population mondiale vit dans ces pays. Donc ça pourrait laisser présager qu'on a une adoption future un petit peu plus importante. Autre chose aussi à souligner dans le rapport, c'est que effectivement, ils mettent en exergue le fait qu'il y a une adoption institutionnelle qui n'était pas là avant. Et nous, on le voit bien chez KPMG au quotidien, c'est qu'on a effectivement des institutions financières, des banques qui viennent nous voir, des entreprises du luxe, de l'automobile, etc., qui soit souhaitent expérimenter dans le milieu des actifs numériques et des blockchains, soit souhaitent déjà intégrer dans leurs services ou dans leurs produits des éléments de cet écosystème. Donc là, on voit quand même qu'il y a une adoption qui pourrait aussi décoller. Les chiffres peut-être de 2023 vont être à nouveau à la hausse. On verra. On termine très rapidement avec le règlement JONUM. C'est un règlement qui a été adopté à l'Assemblée nationale. Tout à fait. JONUM pour tout ce qui est en fait jeux en ligne monétisables. Donc en France, on a Sorare, mais demain, pourquoi pas, on pourrait avoir par exemple des éditeurs de jeux vidéo qui se mettraient à récompenser leurs utilisateurs avec des NFT ou des cryptos. Et donc, ce règlement JONUM, il est assez utile quand même pour l'écosystème parce qu'il donne un cadre réglementaire très clair, défini, qui du coup permettent à ces acteurs de se dire ok, je dois mettre des mesures en place en termes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, sur l'identification de mes clients, sur comment je préviens l'addiction chez les jeunes, par exemple, sur tout ce qui est jeu en ligne. Donc, c'est vraiment hyper... C'était très attendu. Et donc c'est arrivé. Merci beaucoup Hélène Jacquinet, consultante chez KPMG Crypto. C'était Smart Tech. Merci à vous de nous suivre avec une grande fidélité.